Je suis François Ferland. Je suis professeur, j'allais dire ici, mais bon, physiquement, c'est plutôt relatif, là, mais à l'Université de Sherbrooke, au département de génie électrique et informatique, plus précisément. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est les questions d'intégration logicielle dans des systèmes robotiques, systèmes intelligents. Puis, aujourd'hui, je vais parler un peu, justement, comme Julien a dit, de perception du comportement humain, anticipation du comportement humain. Donc, aller un peu peut-être au-delà de qu'on est habitué là, de détecter des obstacles. La présentation est en train de charger, ça ne sera pas bien long. Ça se veut un survol, disons, de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant dans les travaux connexes depuis 4-5 ans, je dirais, 5-6 ans. Là, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus vieilles à travers. On n'ira peut-être pas tant que ça en profondeur dans chacun. Comme je disais, c'est plus un survol. Je pensais que ça pourrait être intéressant, ça pour des nouveaux étudiants dans le Corum qui s'interrogent un peu qu'est-ce qui peut se faire dans ce domaine-là, ou les partenaires industriels ou autres qui seraient intéressés par des questions comme ça. Donc, normalement, vous devriez voir ma première diapositive. Est-ce que c'est le cas? Moi, c'est bon de mon bord. C'est bon, mais on va continuer. Bon, ben là, vous voyez mon nom. Je commence avec on dirait que la vidéo ne fonctionne pas, mais bon, imaginez-vous que le robot en question, c'est une vidéo qui est assez classique, là, mais c'est une des premières, personnellement, moi, que j'ai vues dans ce domaine-là, que je me souviens. C'est qu'on a vu le développement depuis un bon 15-20 ans de robots qui pouvaient mieux percevoir leur environnement, notamment grâce à leur mécanique. Et il y a eu des progrès fulgurants dans le contrôle des boucles compliquées qui peuvent justement comprendre les forces d'interaction directes sur ces bras-là. Ça a permis de l'apprentissage par le toucher direct aussi. Bref, des robots qui sont beaucoup plus sécuritaires qu'on peut avoir il y a plus de 20 ans. Ça a amené, bon, vous êtes probablement beaucoup d'entre vous familiers avec le concept, mais il y a eu des recherches qui ont été faites ensuite pour caractériser ces contacts-là avec les humains pour les rendre des robots sécuritaires. Et ça a amené à la norme là, ISO TS 15066 qui vient définir la zone dans laquelle on est habitué, donc la zone d'opération collaborative qui permet, si on regarde les niveaux là, de gauche à droite, un certain seuil pour la sensation du toucher, un certain seuil pour la douleur qu'il ne faut pas franchir en collaboratif. Puis, évidemment, ensuite, là, on est plus dans les trucs qu'on veut absolument éviter en robotique en général. Tout ce qui est, justement, blessure réversible, donc qui est soignable, et évidemment, blessure irréversible à la fin. Donc, c'est un peu ça. Ça a mis en place des machines qui sont beaucoup plus réactives, beaucoup plus collaboratives d'un certain sens d'un point de vue touché. Mais ce que je veux dire par là, c'est que détecter l'humain, c'est bien, ou n'importe quel autre obstacle, mais anticiper où il va, ça pourrait être beaucoup mieux. Donc, on peut aller au-delà de ça. Et puis, comme je disais, il y a eu différents travaux sur le sujet dans les dernières années. Donc, ça va être un petit survol. Premièrement, un qui a retenu mon attention il y a quelques années. Il y en a eu plusieurs, mais ça, c'en est un. Ah, je vois qu'il y a peut-être des gens dans la conversation. Non, OK, c'est bon, c'était juste une confirmation. Désolé pour l'interruption. Mais bref, ça, c'était des travaux qui voulaient prédire le mouvement humain, justement, dans un volume, puis aller au-delà de, comme je disais, de juste détecter les obstacles. C'est d'avoir soit des capteurs de précision ou autre, de distance, puis d'assembler un modèle volumétrique pour planifier ensuite des trajectoires. Ce qu'on vient faire ici, c'est plutôt prédire, parce qu'on sait que c'est un humain qui est dans l'espace, où sont les endroits où c'est le plus, probable qui se rende. C'est ce qu'on voit avec les billes, là, selon les différentes couleurs. Comment ça fonctionne? C'est un système assez classique, là, si on veut, là, qu'on voit souvent. Donc, le texte est un peu flou dans l'image, mais bref, on part de librairie de mouvements humains, donc dans différentes tâches, dans différentes situations. On entraîne un modèle qui était par GMM, là, des mixtures gaussiennes. On fait de la régression. On a ensuite le volume qui va être occupé par le mouvement de ces gens-là. Ça peut servir dans un prédicteur. Et donc, là, avec la perception du mouvement pendant qu'on fait la tâche, on peut prédire où est la personne, où la personne s'en va, et ajuster notre planification, justement, de notre mouvement, plus que juste en réactif si par exemple, on les considérait juste comme des obstacles qu'on mesurait 10, 20, 100 fois par seconde. Évidemment, ça a évolué dans ce domaine-là aussi. Donc, ça, c'est un peu les mêmes auteurs. C'est quelque chose qui a été soumis à IROS cette année, mais dont les auteurs ont mis en ligne le preprint sur Archive, donc on peut déjà le consulter. Donc là, les modèles se sont raffinés beaucoup. Si avant, c'était plus une zone volumétrique avec des mouvements et tout, là, on simule vraiment la dynamique de la personne.
et surtout dans son environnement. Tu sais, ce qu'on voit, là, la distinction entre la rangée en haut et la rangée en bas. En haut, il n'y a pas de considération des obstacles, puis on voit à partir de la deuxième, troisième image que le bonhomme prédit. Là, si on veut, en gris, c'est le ground truth, si je ne me trompe pas, le vert, c'est ce qui est prédit. Passe au-dessus des chaises. Puis, mais dans la version en bas, là, on a considéré l'environnement. Là, on a déjà quelque chose. Si on considère l'humain, on considère son environnement, donc on peut faire des planifications un peu plus intéressantes. Puis, il en donne un exemple ici. C'est que si on ne prédit pas, ben là, on aurait une collision, ou en tout cas, on réagirait, on arrêtait le robot. Mais en anticipant, c'est là qu'on peut faire un contournement plus intelligent. Là, comme on voit dans l'image 1, 2, 3 dans le bas, là, on voit les courbes qui se forment dans les points de la trajectoire et on évite. Ça, il y avait déjà des choses, justement, si on part d'un modèle volumétrique, puis qu'on estime le mouvement à l'intérieur de ces cellules-là, c'est une chose, mais le fait d'intégrer le modèle humain, donc de connaître la dynamique du corps humain, où est-ce qu'il peut aller, c'est quoi son espace de travail, donne beaucoup plus de finesse dans ces prédictions-là, puis pourrait permettre à des interactions un peu plus riches aussi dans le travail collaboratif. Par contre, dans ce que je viens de présenter, il y a une faiblesse quand même importante, surtout pour l'intégration, parce que vous avez remarqué, c'est surtout en simulation, c'est que c'est basé sur de la capture de mouvement vraiment complète, très détaillée, qui demande une infrastructure compliquée. Pour ceux qui connaissent le Vicon, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, c'est exactement le même système qui est utilisé, si vous avez déjà vu des extras sur des DVD, les Blu-ray, peu importe, là, c'est pour capter le mouvement humain pour les effets spéciaux, ce genre de choses-là. Donc, vous imaginez tout de suite la salle, il n'y a presque pas d'obstacles visibles, il y a 10, 15, 20 caméras qui mesurent le mouvement, ça prend les costumes noirs avec les billes réfléchissantes. Bref, pas nécessairement facile à intégrer en usine, comme vous pouvez vous douter. Évidemment, plus récemment, il y a eu des travaux pour limiter ça. Là, ça, c'est pas les seuls, mais c'est une thèse qui a aussi paru récemment, je pense, avril ou mars. Bref, il y a moins de quelques mois. Et qui utilise ce genre de capteurs-là, par exemple, la compagnie Xsense, que là, c'est encore des capteurs de mouvement, surtout inertiels plus torque sensor, force sensor. Encore une fois, sur un costume qui est moins encombrant que ce qu'on est habitué sur les Vicon et qui demande moins d'équipement externe pour capter ces mouvements-là. Mais ça reste si on veut, un frein quand même, parce que ça veut dire que nos travailleurs doivent porter ça. C'est peut-être incompatible avec leurs tâches ou avec les normes de sécurité. Bref, c'est pas encore l'idéal, mais ce qui est intéressant dans cette thèse-là, c'est qu'ils ont poussé un peu plus loin, justement, le modèle du mouvement humain derrière, toute la dynamique à partir de ce genre de données-là, d'axes et de couples. Donc, le modèle qui est créé pour anticiper le mouvement est tout de même très intéressant. Et si on regarde en vision, ce qui se fait présentement, c'est un sujet énormément à l'étude par des très grands groupes, dont Facebook, dont Google et autres. Là, ici, normalement, on le verra en mouvement encore, mais je pense que c'est dans la façon que j'ai partagé la présentation que j'ai fait une petite erreur. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de musique ou rien, mais vous devinez, c'est en mouvement avec une caméra. Là, ici, c'est une caméra RGB standard. Il n'y a pas de profondeur, c'est pas un lidar ou quoi que ce soit. On réussit à redétecter les volumes des gens, de plusieurs personnes à la fois, sur des scènes standards. Puis bon, c'est un mouvement, on verrait aussi que les gens peuvent se superposer. Il y a quand même des fois des erreurs là, sur les superpositions, surtout en arrière-plan. Bon, dans une usine, encore, là, c'est des gens qui dansaient, c'est peut-être moins direct là, pour la robotique collaborative, mais il reste que on a un pas de fait, là, si on veut, avec des capteurs, dans le fond, très simples, beaucoup de capacité de calcul, mais on peut redécouvrir les volumes. Cependant, il y a une petite limitation dans ce modèle-là, c'est que le volume. Donc, on n'a pas d'informations sur les articulations, sur la vitesse des articulations, où est-ce qu'elles sont exactement en 3D. C'est un point de départ, donc on peut au moins segmenter et trouver s'il y avait des obstacles. Mais on ne pourra pas utiliser les données directement qui sortent de ça pour alimenter les modèles précédents pour la prédiction de mouvement. Cependant, il y a des travaux qui, encore une fois, qui sont en preprint, mais lui, je crois qu'il a été accepté, si je ne me trompe pas, pour SIGGRAPH, où est-ce que là, à partir de systèmes similaires, de modèles similaires d'entraînement sur des réseaux de neurones convolutifs, on peut réussir à recréer le squelette, encore une fois, d'une image 2D, une seule image, puis, encore une fois, c'est en animation, on verrait le volume et tout. Là, on n'a pas la segmentation sur ça, donc on ne peut pas savoir exactement où termine, par exemple, le tronc de la personne, mais on a l'information d'articulation. Reste à valider si on a la précision suffisante pour alimenter les modèles précédents, mais c'est un pas. Dans le fond, d'un point de vue traitement d'image
ça se fait. Là. C'est aujourd'hui, c'est possible. Donc ça, c'est bien. Maintenant, si on regarde, on peut détecter, on peut anticiper aussi, on a une idée du modèle, comment la personne se déplace, ce qui est intéressant. Mais est-ce qu'on peut en faire plus? Parce que là, oui, OK, on a dépassé juste avoir des cartes d'occupation volumétriques, il y a un obstacle, il n'y a pas un obstacle, on sait que c'est un humain. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, c'est de considérer comment l'humain perçoit le robot aussi. Parce que là, pour l'instant, on le considère un peu comme une boîte noire. T'sais. Oui, on connaît sa dynamique, on sait comment la personne se déplace, mais on est plus, encore une fois, en réactif, mais sur l'anticipation, si on veut. Donc on n'a pas de vraie réflexion sur ce que l'humain pense, comment perçoit le robot. Ben voilà, il y a des travaux, j'en ressors 3, il y en a plus que 3, mais disons, il y a 3 branches, si on veut, là, qui se dessinent depuis un certain temps, qui sont intéressantes. Il y a toutes les études sur comment, en tant qu'humain, on prédit l'intention du robot. Donc, le mouvement qu'on produit en tant que robot, ben pas en tant que robot, mais je veux dire que le mouvement que le robot produit, comment est-ce qu'il est perçu, comment est-ce qu'il est prédit par l'humain. Comment aussi l'humain comprend la façon que le robot fonctionne, puis le système derrière, comment le robot a fait sa prise de décision. Puis, dernière option aussi, c'est comment on perçoit que le robot a failli à sa tâche. Donc, s'il avait planifié une trajectoire, mais il réalise qu'il ne pourra pas la faire, bien, comment on le perçoit? Est-ce qu'on se limite à le reconnaître parce qu'il y a, je sais pas, il y a une lumière rouge qui apparaît qui dit que ça ne fonctionne pas? Ça, c'est peut-être un peu primitif. Mais l'idée derrière ça, c'est qu'en connaissant comment l'humain perçoit le robot, on peut intégrer ça à notre planification et avoir une interaction qui est plus riche. Mais en fait, une véritable interaction, parce que le robot peut réagir en fonction de ce que l'humain veut percevoir. Et premiers travaux qui datent déjà de quelques années, ça a été un peu un des premiers que j'ai pu trouver que je me souviens d'avoir vu aussi, qui travaillait sur ça, la prédiction, en fait la predictability en anglais versus la legibility. Donc, si on veut simplifier, c'est la prédictabilité, je ne suis pas tout à fait sûr que c'est un mot, mais bref, comment est-ce qu'on est capable de prédire le mouvement, c'est quoi son objectif, versus est-ce qu'on comprend c'était quoi l'objectif dès le départ. Ce qui est illustré ici, c'est à gauche, on voit un hand effector, un gripper, qui a 2 objectifs, le cercle vert, le cercle rouge. Si le robot commence à faire le mouvement qui est à gauche, là, donc en ligne droite, pendant que ça avance, avec les études qui ont été faites, on n'arrive pas encore à prédire avant au moins la moitié du trajet que c'est bien le point vert qu'on veut atteindre. Puis, c'est ce que représentent les barres rouges et vertes. Là. Donc, au départ, c'est 50-50. C'est un ou l'autre, mais plus ça avance, plus qu'on est certain, rendu dessus, là, on est certain que c'était ça l'objectif. L'inverse, c'est si on fait un mouvement qui est plus délibéré, donc qui est plus lisible, si on veut, c'est que là, on peut plutôt transmettre l'intention à la personne que c'est l'objectif vert plutôt que l'objectif rouge, dans ce cas-ci, qui est à atteindre. Et là, où est-ce que ça rentre un peu à l'envers d'un planificateur de trajectoire standard, où est-ce qu'on vient minimiser des coûts, par exemple, sur la distance, sur l'énergie dépensée et tout? Il faut rajouter un terme qui vient jouer sur justement la légibilité ou la prédiction. Une fois qu'on a quelque chose comme ça, ce qui peut être fait aussi, comme je disais, pour le deuxième point, c'est une chose, là, disons, le robot réussit à faire des gestes qui sont mieux compris par l'humain, malgré peut-être une baisse d'efficacité, mais il peut avoir le moyen, enfin le besoin surtout pour le robot, pour le système intelligent derrière, d'expliquer qu'est-ce qui a mené à sa décision. Puis ça, encore une fois, il y a des travaux là-dessus. Ça, c'est dans l'espace plus AI, c'est beaucoup en recherche. Tout ce qui est, par exemple, d'expliquer comment un modèle en deep learning fonctionne, qu'est-ce qu'il a appris, sinon c'est un peu une boîte noire. Mais il y en a qui, un peu plus récemment, qui l'ont fait pour des robots en interaction, particulièrement dans un contexte robot collaboratif. Ou est-ce qu'en donnant un contrôleur, peu importe le contrôleur, c'est ça qui est intéressant là, dans ces travaux-là, qui a mené à des consignes via un mouvement, comment on peut produire, synthétiser du texte naturel, des explications que n'importe qui peut comprendre. Puis, c'est basé sur, dans le fond, si on veut, pas un lexique, là, mais une suite de questions qu'on pourrait poser sur le robot. Par exemple, si c'est dans une tâche d'inspection, une question simple, quand est-ce qu'on inspecte tel morceau? Puis après ça, il y a tout un système qui vient extraire l'état, puis produire du texte. Puis, eux l'ont testé
En fait, avec des situations de plus à moins réalistes. Donc, le robot en logistique à gauche qui doit aller livrer des pièces. Au centre, c'est un pendule inversé assez classique, mais ce qui est un peu particulier, si le contrôleur, plutôt qu'être un, par exemple, le fait à la main ou quoi que ce soit, pour montrer que ça s'applique à n'importe quel contrôleur, ça a été fait avec un réseau convolutif. Donc, encore une fois, un peu une boîte noire. Là. On a des entrées, c'est la dynamique qui est perçue. Comment il a monté son modèle, on n'en a un peu aucune idée, mais on peut quand même produire des explications. Puis, le dernier à droite, là, c'était plus en part picking là, sur un convoyeur. Puis, ben, ça génère des explications comme ça. Eux ont comparé entre un expert qui le décrit parce qu'il connaît la tâche versus qu'est-ce que le robot est capable d'écrire. Ça avait quand même une génération qui est intéressante dans la synthèse. Fait que là, on est au-delà, si on veut, du HMI classique avec des voyants tableau de bord qui nous dit où est-ce qu'on a un problème. C'est vraiment plus une explication textuelle de qu'est-ce qui a été décidé dans quel état. C'est par exemple, je me déplace à droite quand le kart est complètement à gauche ou que le kart est au milieu et que le bâton tombe vers la droite. Donc, la logique est expliquée là, en version beaucoup plus synthétisée que ben, justement montrer des poids d'un réseau de neurones. Et le dernier point que je voulais montrer, là, comment on peut là, justement communiquer différemment aux humains en considérant comment ils nous perçoivent, c'est encore une fois des travaux qui ont été faits là, dans les quelques dernières années, mais qui dérivent un peu de ceux du premier là, sur la légibilité. Eux se sont concentrés sur comment exprimer lorsque le robot faillit à sa tâche. Là, encore une fois, je suis désolé pour l'absence d'animation, mais ici, on verrait le robot en mode pull-down qui, son hand effector, son gripper est quand même sur la poignée d'une porte. Puis, ben, c'est son coude qui descend un peu comme si la poignée était coincée, mais la main reste en place. Ça, il y a des gens avant ça qui s'étaient intéressés au sujet pour produire des animations sur des robots, pour décrire ce genre de choses-là. Des gens avec le même type de robot. Là. Ça, c'est un PR2 de Willow Garage qui était très populaire en recherche en robotique il y a déjà quelques années. Qui est encore utilisé. Eux avaient préenregistré des animations, par exemple, je me souviens d'une qui était c'était des tâches de navigation, puis quand le robot réfléchissait, planifiait son trajet, ben, il faisait semblant de se gratter la tête. Donc, on soulignait naturellement que le robot réfléchit. Donc ça, c'était une chose. Mais eux, ce qui est intéressant, ce n'est pas du préenregistré, c'est vraiment intégré à leur algorithme de planification de trajectoire. Donc, encore une fois, on vient minimiser un coût. Pour simplifier, en tout cas pour résumer là, le modèle, on a une équation de coût pour les configurations là, sur tout le long de la trajectoire, dans l'espace de configuration, plus un terme pour faire des trajectoires qui sont plus smooth, là, qui sont plus lisses. Et ce qui rajoute comme contrainte, ben, c'est qu'il faut que ça soit quand même sous condition, sans collision, pardon, et que justement le N-effector, le phi-E-E, pour la configuration finale, correspond quand même au point final pour le N-effector, mais c'est dans tout le reste du mouvement qu'on vient chercher des trajectoires qui peuvent quand même s'approcher le plus possible. Eux présentaient 3-4 équations de coût possibles qui traduisent quand même le plus près qui était l'objectif. Donc, plutôt que juste dire « je ne suis pas capable », ben, on le mime de la façon que « je ne suis pas capable ». Donc, c'était le survol que je voulais vous proposer aujourd'hui. Je crois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour répondre aux questions, mais si j'en avais, je vais essayer d'être le plus bref possible. Sinon, je vais rester disponible à peu près toute la journée. Il y a quelques périodes où il faut que je donne des cours, malheureusement, mais je reste accessible sur Teams, évidemment. Merci beaucoup.